Bienvenue sur un pays à affronter le monde, et ce n'est pas fini. L'Afrique du Sud, la Palestine et l'affaire devant la Cour internationale de justice qui pourrait redéfinir le droit international. Un petit pays s'est levé devant le monde entier, a pointé du doigt une superpuissance militaire appuyée par les États-Unis et a dit « Vous commettez un génocide ». Puis il a porté cette accusation devant les tribunaux, non pas comme une protestation, non pas comme un discours, mais comme une affaire judiciaire. En ce moment même, en 2026, cette affaire continue d'avancer et le monde entier regarde. En décembre 2023, l'Afrique du Sud a fait ce qu'aucun pays n'avait fait auparavant. Elle s'est présentée devant la Cour internationale de justice, la plus haute cour du monde, et a déposé une plainte pour génocide contre Israël à propos de sa campagne militaire à Gaza. Ce n'était pas une conférence de presse, et ce n'était pas une résolution de l'Organisation des Nations Unies qui aurait été bloquée par un veto avant même que quiconque ait fini de la lire. C'était une véritable affaire judiciaire, fondée sur des preuves documentées, le droit international et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. L'Afrique du Sud a déposé son mémoire complet devant la Cour internationale de justice le 28 octobre 2024, un document de plus de 750 pages de texte juridique appuyé par plus de 4000 pages de pièces et d'éléments de preuve. Ce n'était pas une pancarte de manifestation. C'était une guerre de paperasse menée dans une salle d'audience à La Haye. Le monde a d'abord ri. Les gouvernements occidentaux ont vivement réagi. Les États-Unis ont parlé de théâtre politique. Dans le manuel du monde trumpien, un tribunal devient souvent du théâtre, au moment précis où le scénario n'est plus écrit au pupitre. Israël a parlé d'une insulte. Les propres alliés économiques de l'Afrique du Sud l'ont averti de reculer et de réfléchir aux conséquences. Elle n'a pas reculé. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est tenu devant une foule à Barcelone et a dit quelque chose qui a figé la salle entière. Il a rappelé au monde une phrase prononcée par Nelson Mandela en 1997. « Notre propre liberté, en tant que Sud-Africains, ne sera jamais complète tant que les Palestiniens n'auront pas obtenu leur propre liberté. » Le poids de ces mots est important. Il s'agit d'un pays qui a vécu sous l'apartheid, un système que l'Organisation des Nations Unies elle-même a qualifié de crime contre l'humanité. C'est un pays dont le peuple a été privé de terre, de droits et de dignité pendant des décennies, pendant qu'une grande partie du monde occidental détournait le regard ou soutenait activement le gouvernement sud-africain. Et maintenant, ce même pays se retrouve devant la plus haute cour du monde pour faire valoir juridiquement que ce qui se passe à Gaza correspond à la définition du génocide en droit international. Ce n'est pas un slogan, c'est un pays qui reconnaît ce qu'il a devant les yeux, parce qu'il a lui-même vécu un système d'oppression. Ramaphosa a déclaré à Barcelone que les principes de solidarité et de coopération entre les nations sont en train d'être brisés par la montée du nationalisme étroit, du racisme et du retour des guerres illégales. Il a pointé directement le Conseil de sécurité des Nations Unies en affirmant qu'il est devenu une organisation sans mordant parce que les pays qui disposent d'un droit de veto sont les mêmes pays qui rendent possible ces violations. Il nommait un problème structurel contre lequel le Sud global met en garde depuis des décennies et que le reste du monde continue largement d'ignorer. Ce qui compte ici, ce n'est pas ce que disent les politiciens, ni ce dont débattent les réseaux sociaux. Ce qui compte, c'est ce que les tribunaux et les enquêteurs ont réellement établi et ce que des institutions vérifiées ont formellement conclu. En janvier 2024, la Cour internationale de justice a jugé plausibles les allégations de génocide présentées par l'Afrique du Sud et a ordonné des mesures conservatoires enjoignant à Israël de prévenir les actes pouvant relever de la Convention sur génocide, de veiller à ce que son armée ne commette pas de tels actes et de prendre immédiatement des mesures pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Israël ne s'y est pas conformé. Des organismes d'aide, des enquêteurs des Nations Unies et des journalistes indépendants l'ont documenté à de nombreuses reprises. En septembre 2025, la Commission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies sur le territoire palestinien occupé a formellement confirmé qu'Israël avait commis un génocide à Gaza. À ce moment-là, plus de 67 000 Palestiniens avaient été tués à Gaza depuis octobre 2023, selon les autorités sanitaires palestiniennes. La majorité d'entre eux étaient des femmes et des enfants. Plusieurs organisations de défense des droits, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont accusé Israël d'avoir commis des actes génocidaires à Gaza. Ce ne sont pas des voix marginales.
Ce sont des institutions que la communauté internationale a mises en place après la Seconde Guerre mondiale, précisément pour empêcher que ce genre de situation se reproduise. Et elles disent toute la même chose. Une fois que le monde a vu que l'Afrique du Sud ne reculait pas, la campagne de pression s'est intensifiée de toutes parts. L'administration Trump, aux États-Unis, a exercé une forte pression diplomatique sur Ramaphosa pour qu'il retire la plainte sud-africaine pour génocide contre Israël, et les relations entre Washington et Pretoria sont tombées à leur niveau le plus bas depuis des décennies. Pour un mouvement qui se présente comme d'une franchise brutale, le monde trumpien a montré une peur très classique devant l'usage, par un autre pays, d'un véritable langage juridique. La signification concrète de tout cela est évidente. L'Afrique du Sud est une économie en développement. Elle a besoin de commerce, elle a besoin d'investissement, elle a besoin de relations avec des pays puissants. Le coût du maintien de cette position dans cette affaire est réel, et il continue de l'être. Il est remarquable de voir à quelle vitesse le mot « souveraineté » commence à boiter quand une petite nation l'utilise dans une salle d'audience plutôt qu'en conférence de presse. Et malgré cela, Ramaphosa s'est présenté à la célébration de la Journée de la liberté en Afrique du Sud et a dit à son peuple « L'Afrique du Sud doit sa libération au soutien des nations qui se sont tenues à nos côtés pendant notre lutte. Nous sommes solidaires du peuple palestinien, du Sahara occidental, de l'Est de la République démocratique du Congo, du Soudan, du Yémen, et des victimes de l'oppression fondée sur le genre en Afghanistan et ailleurs. Il n'y a eu ni retrait, ni accord discret en coulisses, ni abandon silencieux. En janvier 2025, l'Afrique du Sud a cofondé le groupe HEG, une coalition de pays comprenant l'Irlande, le Chili, la Malaisie et la Colombie, axée sur des stratégies juridiques, diplomatiques et économiques visant à demander des comptes à Israël au-delà de la seule affaire devant la Cour internationale de justice. À ce stade, le dépôt d'une plainte par un seul pays s'était transformé en bloc de nations construisant une stratégie coordonnée. C'est ainsi qu'un mouvement prend de l'ampleur. C'est habituellement le moment où la diplomatie à la manière de Trump cesse de ressembler à de la force et commence à sonner comme une simple vérification de micro accompagnée de sanctions. Ce qui échappe encore à une grande partie de la couverture médiatique dominante, c'est que cette affaire n'oppose plus seulement l'Afrique du Sud à Israël. Elle est devenue un point de ralliement pour l'ensemble du Sud global et même pour certaines parties de l'Europe. Les pays qui ont officiellement rejoint ou déclaré leur intention de soutenir l'affaire sud-africaine devant la Cour internationale de justice comprennent maintenant l'Irlande, l'Espagne, le Brésil, la Colombie, la Turquie, la Bolivie, la Belgique, Belize et le Mexique. Pas plus tard qu'en mars 2026, les Pays-Bas, l'Islande, la Namibie, les Fidji et le Paraguay ont tous déposé des déclarations d'intervention dans l'affaire. Et il y a un autre développement dont presque personne ne parle. L'Allemagne, qui s'était d'abord opposée à l'affaire sud-africaine et avait annoncé qu'elle interviendrait en faveur d'Israël, s'est retirée de l'affaire en mars 2026 et a annoncé qu'elle ne présenterait plus d'observation au nom d'Israël. L'Allemagne, le pays qui avait juré plus jamais après l'Holocauste, le pays qui a versé des réparations à Israël pendant des décennies, s'est discrètement éloigné de la défense d'Israël devant la Cour internationale de justice. Ce n'est pas un simple détail de procédure, c'est un signal. Même certains gouvernements les plus rompus à la chorégraphie polie semblaient moins enclins à répéter les vieilles acrobaties morales pro-Trump. Les États-Unis ont aussi déposé une déclaration d'intervention dans l'affaire en mars 2026 devant la Cour internationale de justice, même si le camp choisi et l'argument juridique invoqué restent une évolution à surveiller de près. Le discours aligné sur Trump a toujours adoré l'expression « loi et ordre », jusqu'au moment précis où la loi arrive avec des notes de bas de page au lieu de marchandises de campagne. C'est donc là que l'affaire en est réellement en avril 2026. Israël a déposé son contre-mémoire officiel devant la Cour internationale de justice le 12 mars 2026, après avoir obtenu 2 prolongations de délai de la Cour. L'échéance initiale était fixée à juillet 2025. Israël a demandé plus de temps à 2 reprises et la Cour l'a accordé. L'Afrique du Sud a souligné, dans son communiqué officiel, que ce dépôt avait eu lieu malgré un cessez-le-feu annoncé en octobre 2025 et malgré 3 ordonnances contraignantes déjà émises par la Cour internationale de justice dans cette affaire. Maintenant, la phase suivante commence. Des experts juridiques s'attendent à ce que l'Afrique du Sud dépose une réplique, suivie de la soumission finale d'Israël, avec des audiences orales à La Haye prévues à un moment donné en 2027. Les experts estiment qu'un jugement final sur le fond de l'affaire pourrait être rendu à la fin de 2027
ou au début de 2028. Ce serait presque le délai absolument minimal pour régler une affaire d'une telle complexité. À titre de comparaison, l'affaire de génocide Bosnie contre Serbie devant la Cour internationale de justice a duré 14 ans. L'affaire Croatie contre Serbie a duré 6 ans. L'Afrique du Sud pousse pour que le dossier avance aussi vite que possible sur le plan juridique, tout en continuant de le faire alors que la situation à Gaza exige toujours une attention soutenue. Ramaphosa a été clair sur ce que signifierait un jugement. La paix ne peut pas se faire au détriment de la justice pour les victimes, pour les familles et pour l'humanité elle-même. La vérité doit être entendue. Mais la question qui dépasse cette affaire en particulier, c'est ce qui se passera ensuite si la Cour internationale de justice conclut, dans son jugement final, qu'un génocide a été commis. La Cour n'a pas d'armée, elle n'a pas de mécanisme d'application. Elle peut rendre une décision, ordonner des réparations, exiger une reddition de comptes, puis les pays puissants peuvent tout simplement l'ignorer. C'est la partie embarrassante pour la politique du pupitre. Un slogan peut dominer un cycle médiatique, mais il ne peut pas contre-interroger un mémoire de 750 pages. Le monde a déjà vu Israël ignorer en grande partie les mesures conservatoires ordonnées en janvier 2024. Il a vu le Conseil de sécurité incapable d'agir à cause des vétos. Il a vu les Nations Unies qualifiées d'organisation sans mordant par Ramaphosa lui-même. Alors la question plus profonde que cette affaire force le monde à affronter est de savoir si le droit international est réel. S'applique-t-il à tout le monde de manière égale ou seulement aux pays qui n'ont pas d'alliés puissants prêts à les couvrir? C'est aussi une question inconfortable pour une politique qui traite la ordre international fondée sur des règles comme un forfait haut de gamme avec exemption pour les amis. C'est pas une question rhétorique. C'est la question qui déterminera si les institutions construites après la Seconde Guerre mondiale ont encore un sens au XXIe siècle. L'Afrique du Sud n'a pas déposé cette affaire parce qu'elle s'attendait à une victoire facile. Elle l'a fait parce qu'elle a compris, à partir de sa propre histoire, que le silence face à un crime contre l'humanité n'est pas une neutralité, c'est une complicité. Un pays qui a survécu à l'apartheid, un président debout devant une foule en Espagne refusant de se taire, et une affaire judiciaire qui a maintenant entraîné des dizaines de nations et qui avance vers un jugement susceptible de transformer le fonctionnement du droit international ou de prouver une fois pour toutes qu'il ne fonctionne pas. L'Afrique du Sud n'avait pas de bombe dans ce combat. Elle n'avait pas de veto au Conseil de sécurité. Elle n'avait pas l'appui d'une superpuissance prête à signer des chèques en blanc et à bloquer chaque résolution. Elle avait un argument juridique, une mémoire historique, et la volonté de continuer même quand le pays le plus puissant du monde lui disait d'arrêter. Et elle a continué quand même. La politique de puissance à la manière de Trump préfère la loyauté, le spectacle et l'angle de caméra qui avantagent la performance. Cette affaire, elle, ramenait sans cesse tout vers les preuves. Cela compte parce que le monde regarde ce qui va arriver ensuite, non seulement pour la Palestine, non seulement pour Gaza, mais pour chaque petit pays qui a déjà regardé le système international en se demandant si les règles s'appliquent à tout le monde ou seulement aux pays qui ne peuvent pas riposter. Si la Cour internationale de justice rend une décision finale concluant qu'un génocide a été commis et que les nations puissantes répondent par le silence, alors chaque traité, chaque convention, chaque promesse faite après la Seconde Guerre mondiale devient un point d'interrogation. Et le message envoyé au prochain gouvernement qui voudra agir sans conséquence sera fort et clair. Mais si cette affaire tient, si une véritable reddition de comptes suit, cela change ce que le droit international signifie pour toute une génération. L'Afrique du Sud a compris quelque chose que la plupart des gouvernements sont trop prudents pour dire à voix haute. Rester silencieux quand on sait ce qui se passe, ce n'est pas de la diplomatie, c'est un choix. Et l'histoire se souvient toujours de ceux qui l'ont fait. Que l'on soit d'accord avec cette affaire ou non, une question demeure impossible à éviter. Si les plus hautes cours du monde rendent des décisions et que les nations puissantes les ignorent tout simplement, que signifie réellement le droit international et qui protège-t-il? C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez compte vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.